Tout le monde pense que ce vieux célibataire solitaire est le plus faible de tous, mais après avoir été nommé instructeur pour les chevaliers de l'ordre libérien, il montre à tout le monde à quel point il est fort et se retrouve entouré de méchants séduisants. Mais dans la ville, un homme d'une quarantaine d'années s'entraîne avec un sabre en bois tandis que son père se plaint qu'il devrait y avoir des petits-enfants à présent. Le fils insiste sur le fait que c'est son moment, mais le père qui a commencé à lui enseigner il y a 20 ans dit que sa technique est impressionnante, mais l'accuse d'ignorer la famille. L'homme est bientôt accueilli par des élèves enthousiastes et soutient que gérer le dojo et attirer plus d'étudiantes montre de la responsabilité. De plus, il n'est même pas marié. Son père lui suggère de sortir avec une étudiante, mais le fils dit fermement que le dojo n'est pas pour la romance. Ce dojo humble a transmis des compétences en épée depuis des générations. Le professeur y a grandi, toujours attiré par les épées. Cela n'a pas beaucoup changé, il travaille dur pour le maintenir en activité. Bien qu'il ait rêvé un jour d'être un meilleur épéiste, il trouve maintenant un but dans l'enseignement et il est fier des réussites de ses élèves. Plus tard, alors qu'il prend un repas, son père recommence à le tanner à propos des petits-enfants. Le vieil homme se demande si sa femme ne serait pas heureuse si Baryl trouvait un partenaire et leur donnait un petit enfant. Mais elle pense que les choses devraient se passer naturellement et ne pas être précipitées, même si elle est convaincue qu'ils auront des petits-enfants un jour. Baryl réalise alors que sa mère ne prend pas parti. Soudainement, quelqu'un frappe. C'est une jeune femme en armure nommée Ilusha Citris qui salue son ancien professeur. Il l'invite à prendre le thé. Son père mentionne qu'elle écrit toujours et qu'il sait qu'elle est maintenant commandante, ce qui signifie que Baryl l'a bien formée. Le professeur demande pourquoi elle rend visite, et Ilusha dit qu'elle enseigne aussi l'escrime et recommande Baryl comme instructeur spécial, ce qui a été approuvé. Le professeur pense que c'est une blague jusqu'à ce qu'elle montre le document officiel. Le père de Baryl plaisante en disant qu'il va mourir s'il ne le signe pas, et Ilusha dit que ce n'est pas si grave, mais qu'il y aurait des conséquences. Elle est venue en calèche pour emmener Baryl à la capitale pour la nuit, afin qu'il puisse ne parler plus demain. Bien que surpris par la rapidité de tout cela, le père l'encourage à y aller, peut-être même à charmer la jeune fille. Baryl, agacé, dit à son père d'arrêter de taquiner, surtout qu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Ilusha se comporte comme si elle souhaitait que son professeur ait pris les choses plus au sérieux. Alors que l'instructeur se rend dans la capitale, il remarque qu'Ilusha porte toujours l'épée qu'il lui a donnée après qu'elle ait terminé sa formation, ce qu'il fait pour tous les diplômés. Bien qu'il soit touché, il se demande si cela convient à un commandant, mais Ilusha insiste pour la garder. Baryl trouve drôle qu'elle s'accroche encore à la croyance enfantine qu'un élève ne peut dépasser le maître, surtout maintenant qu'il est trop vieux pour être ce mentor. Pourtant, il est ravi qu'un maître d'épée rural comme lui ait une chance dans la capitale, et Ilusha sent silencieusement qu'elle doit s'améliorer pour vraiment gagner son respect, bien qu'elle garde cette pensée pour elle-même. Ils atteignent Baltran et Baryl déposés à son auberge, errent dans les rues, ressentant son âge. Le lendemain, Ilusha dit à ses troupes qu'elle a amené Baryl pour être l'instructeur spécial de l'ordre de la liberté, admettant qu'elle ne peut même pas égaler ses compétences. Quand elle le présente, Baryl devient nerveux, mais finit par rassembler son courage, fait son discours et espère être utile et faire fonctionner le partenariat. À la fin de son discours, un soldat demande discrètement s'ils doivent s'inquiéter, tandis qu'un autre a l'air agacé. Après avoir congédié les hommes, le commandant complimente le nouvel instructeur et mentionne qu'il entraînera les chevaliers quelques fois par mois, ce qui n'affectera pas son travail au dojo. Juste à ce moment, une chevalière nommée Kurune se précipite pour saluer son ancien mentor, se souvenant d'une réprimande passée. Baryl est fier d'être maintenant une vraie chevalière. Bien qu'elle admette qu'il y a encore beaucoup à apprendre, il se souvient de ses 2 années de travail acharné au dojo et est heureux de s'entraîner à nouveau avec elle. Ce soir-là, Baryl est heureux d'avoir 2 anciens élèves dans l'ordre, mais est choqué de trouver Randrid, un autre ancien élève, qui l'attend à l'intérieur avec sa femme et son enfant. Bien que les retrouvailles soient chaleureuses, le père de Baryl insiste pour que Randrid reste à Baltran pour son travail et ne revienne que lorsqu'il sera marié. Bien qu'incertain, Baryl le rejoint à table et apprend que Randrid s'installe maintenant qu'il est père, abandonnant ses voyages. Le professeur voit cela comme un grand changement pour quelqu'un du statut de Randrid. Et bien que Randrid se sente coupable, Baryl sait que c'est son propre effort, pas seulement l'entraînement, qui a fait de lui ce qu'il est. Bien que les aventuriers puissent bien gagner leur vie, c'est un travail dangereux. Le père de Baryl dit que Randrid a eu de la chance car il connaît le style du dojo et pourrait remplacer l'ancien. Enseignant, Randrid accepte d'aider, laissant Baryl stupéfait par la rapidité des événements, surtout lorsque son père le piège pour gérer le dojo pendant son absence et invite même toute la famille à rester, incitant Baryl à râler que c'est sa maison. Plus tard, le professeur dit à Ilusha, qui agit de manière agacée mais veut secrètement que le maître soit à proximité. Baryl s'excuse d'avoir amené Randrid car l'auberge était chère et Ilusha l'invite courageusement à rester avec elle, seulement pour qu'il refuse maladroitement comme si c'était une blague étrange, bien qu'elle lui propose toujours de déjeuner pour passer du temps avec lui. Juste,
Puis, une femme dans la rue dit que le commandant marche avec un type qui a l'air lâche, embarrassant Bareil, qui se cache en pensant qu'il gâche l'image d'Ilusha. Mais Ilusha demande à Lysandra de faire taire la femme, bien que les commérages continuent, demandant pourquoi quelqu'un comme cela serait appelé maître. Bareil remarque alors qu'elle a un badge d'aventurière de rang noir. Lysandra fait face à quelqu'un d'inconnu jusqu'à ce qu'elle réalise que c'est maître Bareil. Comme prévu, il ne la reconnaît pas. Cela fait 20 ans. Elle se réintroduit comme Sarena Lysandra, la fille qu'il a une fois recueillie et à qui il a enseigné l'art de l'épée. Le nom éveille son souvenir de l'avoir trouvé perdu au bord de la rivière et de l'avoir formé. Reconnaissante, Sarena partage son succès et se demande pourquoi il est avec Citris. Le commandant explique sèchement que Bareil est maintenant un instructeur de l'Ordre de la Liberté et qu'il cherche un foyer pour lui à Baltran. Sarena, imperturbable, dit qu'en tant qu'ancienne intermédiaire d'aventurier, elle peut aider mieux que Citris. Ils finissent par trouver une place pour Bareil et bien qu'il soit reconnaissant, il souhaite qu'ils s'entendent. Ils partent après avoir dit au revoir et il les regarde partir, pensant qu'il est trop vieux pour la vie en ville, mais heureux que ses anciens élèves se soucient de lui. Le lendemain, un chevalier puissant gagne facilement en cassant l'épée en bois de son adversaire. Après le duel, Ilusha Citris déclare que Maître Gardinet prendra la relève en tant qu'instructeur. Rejetant le nouvel enseignant, un chevalier puissant affirme que seuls les forts peuvent former les membres de l'Ordre de la Liberté et exige une preuve de compétence. Bareil demande qui il est et Citris révèle qu'il s'agit de Emglit Strout, le vice-commandant de l'Ordre. Strout défie le sensei et Gardinet accepte de prouver sa valeur. Bien qu'hésitant, Bareil entre dans l'arène entouré de chevaliers douteux et il ne leur en veut pas. Drought se moque de la gentillesse du commandant, disant que cela peut entraîner de mauvaises décisions, un point sur lequel Bareil est silencieusement d'accord, bien qu'il espère ne pas perdre lamentablement et embarrasser Ilusia. Le duel commence avec Drought attaquant férocement. Gardinet bloque chaque coup, conscient qu'être touché pourrait être désastreux. Il déplace sa lame en pleine parade, contre et frappe le menton de Drought avec le pommeau. Inquiet, il demande si Drought va bien, le rendant encore plus en colère. Ils se remettent en place et Bareil regrette de l'avoir frappé, pensant que c'est inapproprié pour un enseignant. Avant le deuxième round, Drought prévient qu'il ne tombera pas dans un autre piège. La sécheresse attaque encore plus fort, mais Bareil se défend bien. Bien que Bareil sache que le garçon est plus rapide et plus fort, ses mouvements prévisibles donnent un avantage au sensei. En lisant la prochaine attaque, Bareil contre et repousse la sécheresse. Furieux, la sécheresse utilise son mouvement signature de brisage d'épée, mais Bareil disparaît et réapparaît derrière lui, lame sur son dos. Étonné par la perte, Drought devient rapidement un fan et supplie d'apprendre la technique. Plus tard, Drought organise une fête dans une taverne pour la promotion de Bareil, s'excusant de l'avoir douté. Bareil comprend, c'est naturel de douter d'un étranger. Après quelques verres, Ilusia rappelle au député qu'elle l'a averti de la compétence de Bareil. Kiruna plaisante sur leur endurance à boire, admettant qu'elle ne peut pas suivre. Hamlet loue à nouveau la technique de Bareil, et Bareil explique qu'il a simplement suivi le mouvement de Drought. Kiruna trouve que cela semble facile, et Ilusia est d'accord, mais seulement pour un maître. Bareil dit que prédire les mouvements et la flexibilité comptent aussi. Si Drought avait été moins rigide, il aurait pu, à gagner. Inspiré, Emley dit qu'il est impatient de s'entraîner avec Bareil. Pendant ce temps, dans le village, le père de Bareil remercie Randrid, qui répond qu'aider Bareil à réussir lui apporte de la joie. L'aîné croit que son fils mérite plus que ce village, et Randrid est d'accord, disant qu'il n'a jamais rencontré un meilleur épéiste que Gardinet. Une semaine plus tard, Maître Gardinet a organisé une autre session d'entraînement. Dès le début, il a humblement interrompu son duo de combat pour suggérer à l'un des deux d'ajuster sa distance. Quand le combattant a semblé perplexe, il a illustré comment même un petit ajustement de posture, alors que les yeux de l'ennemi sont fixés sur votre arme, peut décider de la survie. Bareil a vu à quel point tout le monde était concentré de manière inhabituelle, comme s'il avait partagé quelque chose de révolutionnaire dans sa simplicité. Ensuite, Hamlet a offert une serviette à l'instructeur, et Bareil a pensé que leur respect venait de son match récent contre le célèbre Drought. Peu de temps après, Kiruna a demandé s'il avait le temps de voir la capitale, n'étant pas familier avec la vie en ville. Bareil pensait que c'était intelligent de se joindre à elle, et elle semblait ravie de le guider. À ce moment-là, il se sentait sûr de sa place, du moins pour l'instant. À présent, pendant ce temps, lors d'une réunion stratégique, il a été dit au commandant du bataillon que les plans de l'Ordre de la Liberté avaient été approuvés et qu'un budget était nécessaire. Lorsqu'on lui a posé des questions sur le nouvel entraîneur, Ilusia Citris a admis qu'il avait dépassé les attentes. Plus tard, elle a réfléchi à la façon dont la maîtrise de l'épée pouvait mener au leadership, bien que cela ait eu un coût personnel élevé. Elle ne pouvait pas abandonner son maître, se souvenant de sa première rencontre avec Bareil. Gardin, sa famille l'avait déménagé près de son dojo après avoir entendu des éloges pour son enseignement. Comme les zones rurales étaient souvent ignorées par l'ordre, ses parents ont insisté pour des leçons d'autodéfense. Sous l'insistance de sa mère, la jeune Ilusia a rencontré le doux instructeur qui a rapidement laissé une forte impression. Elle a bientôt commencé à s'entraîner, guidée patiemment à travers des mouvements de base et des exercices exigeants qui la mettaient au défi. Au cours des 18 mois suivants, elle s'est entraînée dur et est devenue de plus en plus compétente et confiante. Ce qui comptait le plus pour elle, c'était la façon dont Bareil célébrait toujours ses progrès, aussi minimes soient-ils. Un jour d'entraînement, elle remarqua l'absence de Randrid, mais oublia cela lorsque Bareil annonça un entraînement à l'attaque. Excitée, elle s'avança, mais ne trouva aucune ouverture. Faisant confiance à son instinct,
elle a frappé. Barrel a esquivé et l'a désarmé facilement, mais a loué son timing, disant que cela montrait du potentiel. Ilucia comprenait ce qu'il voulait dire, bien qu'à l'époque, elle supposait que tous les professeurs d'escrime pouvaient faire ce que le sien faisait. Un jour, Barrel a emmené ses élèves à un événement de combat sans contact dans un autre dojo. Rand a combattu en premier, gagnant instantanément avec un contre après que son adversaire ait chargé imprudemment. Ensuite, c'était au tour d'Ilucia, qui a immédiatement repéré des défauts dans la défense de son adversaire. Bien qu'il ait essayé toutes les attaques possibles, elle a esquivé avec aisance et l'a battu dès son premier mouvement après un bref faux pas. Sur le chemin du retour, Barrel a souligné l'importance de faire face à différents styles. Ilucia a demandé si leur dojo était vraiment aussi fort puisqu'ils avaient gagné facilement, y compris Barrel battant le maître adverse. Barrel a répondu que c'était plus une question de style qui s'accorde que de victoire, et qu'Ilucia devrait se concentrer sur ce qu'elle a appris. Juste à ce moment-là, elle se souvint qu'elle avait oublié quelque chose et retourna en courant, seulement pour être confrontée à des étudiants locaux qui l'entouraient, tenant son objet perdu. Quand elle a tendu la main pour le récupérer, un garçon l'a jeté par terre et s'est moqué d'elle, disant que le duel ne signifiait rien et qu'elle n'avait pas vraiment gagné. Aucun d'entre eux ne perdrait jamais contre une simple fille de la campagne, du moins c'est ce qu'ils pensaient, jusqu'à ce que leur chef essaie d'attaquer Ilucia, mais Barrel est intervenu juste à temps pour le bloquer. Et à en juger par le visage de ce sensei, ce n'était pas un coup léger. Barrel a admis qu'il n'aimait pas la façon dont ses enfants traitaient l'escrime. Lorsqu'un garçon s'était lancé vers lui, Barrel l'a désarmé et a repoussé les autres avec des mouvements légers et non blessants. Le plus agressif en a attrapé une autre épée pour continuer à se battre, mais leur professeur est arrivé et les a réprimandés, déclarant clairement qu'ensemble ils ne pourraient pas battre Barrel et que les étudiants de Gardinet étaient tout simplement supérieurs. Barrel a dit au maître de se détendre, en notant que les enfants étaient simplement à un âge difficile. L'enseignant s'est incliné et a pris le blâme, ce qui a embarrassé Barrel, pensant que c'était trop. En rentrant chez lui, Barrel avait un mauvais pressentiment à propos du retour d'Ilucia là-bas, mais il l'a accompagnée quand même. Après qu'il s'est blessé, elle s'est sentie coupable, et au lieu de la gronder, Barrel a pris le blâme et s'est excusé de ne pas l'avoir arrêtée. Ilucia pleurait, non pas de peur, mais parce qu'elle réalisait que quand les émotions débordent, les larmes coulent, quoi qu'il arrive. Pour la réconforter, Barrel a proposé d'aller manger quelque chose. Quelque temps plus tard, enseignants et élèves se sont de nouveau affrontés dans un duel d'entraînement. Gardinet a expiré profondément et a commencé, mais Ilucia a fait le mouvement décisif, le surpassant et pour la première fois, battant son mentor. Ce jour-là, il lui a donné son épée personnelle, croyant qu'elle était prête, même si elle avait des doutes. Bien qu'elle se sentît indigne, elle l'a accepté, déchirée entre rester et partir. Désireuse d'honorer son maître, Citris entra dans les épreuves de l'ordre. Son incertitude a disparu quand elle a réussi. Personne ne pouvait égaler les réflexes et la précision qu'elle avait appris. Alors qu'elle montait rapidement au rang de commandant, elle a réalisé que le talent de son mentor méritait d'être reconnu, pas dans l'obscurité. Quand elle a enfin eu l'autorité de choisir un instructeur, des années s'étaient écoulées, mais son maître restait tout aussi compétent, peut-être même encore meilleur pour trouver le temps. Certains pourraient penser que la femme surréagissait, mais elle était déterminée à prouver que son professeur méritait d'être reconnu, alors elle a pris l'initiative. Maintenant, Lucia retourne à son équipe et demande à Hamblitz des nouvelles de l'entraînement. Il mentionne que Beral a encore impressionné. Le professeur était parti avec Kirumi pour explorer la capitale. Lucia ressent une pointe d'envie. Elle voulait l'emmener à un vrai rendez-vous, mais passe à autre chose lorsque Hamblitz rate son signal. Pendant ce temps, Beral est fasciné par le marché animé de la ville, si différent de sa maison à la campagne. Kirumi suggère de visiter le quartier ouest, mais Beral préfère les paysages du nord. Elle le taquine en disant que seuls les villageois aiment ça, ce qui lui fait réaliser à quel point il se sent dépaysé. Il rencontre bientôt une autre ancienne élève. Kirumi salue Fussel avec enthousiasme, bien que Beral ne la reconnaisse pas, avant qu'elle plaisante sur le fait de pleurer et montre son épée d'adieu. Cela éveille sa mémoire et il est stupéfait de voir à quel point elle a changé. Elle dit que cela fait 5 ans, et lorsque le professeur lui demande sa formation, Kirumi annonce fièrement que Fussel est maintenant la star du Magic Corps, ce qui confond Beral. Il l'a formée escrime. Fussel explique qu'elle fait du shopping pour de l'équipement magique, comme une bague de feu, mais elle allume une flamme sur son doigt pour prouver qu'elle n'en a pas besoin. Beral est étonnée et dit qu'elle est vraiment une sorcière maintenant. Elle admet que cela a demandé beaucoup de travail, et bien que son enseignant regrette qu'elle ait laissé l'escrime derrière elle, il est fier de sa croissance. Soudain, un homme arrache le sac d'une vieille femme. Alors que Beral et Kirumi réagissent, Fussel lance un sort de lien avec son épée, arrêtant le voleur. Beral est de nouveau impressionné, et Fussel explique qu'elle a combiné l'épée et la magie dans son style, rendant son ancien maître encore plus impressionné. Plus fier. Le matin suivant, Gardinet se promène tranquillement, espérant se sentir plus chez lui dans la ville. Il se dirige vers le quartier ouest pour trouver un bon endroit où manger avec Fussel et Kirumi, lorsqu'une petite fille essaie soudainement d'attirer son attention. Il pense qu'elle est une enfant perdue. La fille, se présentant comme Lucy Dimond, commandante du corps magique du royaume de Libéris,
est offensée. Beral suppose qu'elle n'est qu'une enfant qui joue à faire semblant et commente les jeux étranges des enfants d'ici. Agacée, Lucy fait apparaître du feu dans sa main pour prouver qu'elle est sérieuse et laisse entendre qu'elle aimerait sa compagnie en cette belle journée. Matin, en marchant, elle mentionne avoir appris de Fussel que son maître est Tabaltran et loue à la fois la magie et les compétences à l'épée de Fussel en créditant leur professeur. Quand Beral demande si elle aimerait apprendre aussi, Lucy le corrige. Elle est plus âgée et mérite le respect. Elle le conduit vers une arène improvisée, disant qu'elle s'entraîne quotidiennement pour devenir plus forte et qu'elle veut maintenant tester ses progrès. Beral convient qu'il est bon de mesurer ses progrès, même s'il ne s'attendait pas à être la cible. Évitant une attaque de feu soudaine, il est impressionné par ses réflexes et voit les flammes tournoyer autour d'elle. Réalisant qu'elle est sérieuse, il tire son épée et se prépare à combattre. Après avoir frappé en premier, Lucy demande ironiquement s'il est prêt. Beral admet qu'il ne l'est pas, mais il doit se défendre. Elle dit que c'est un bon test de progrès, bien qu'il doute d'être un rival digne. Elle lance une énorme boule de feu, essayant de terminer rapidement. Il l'évite de justesse, alors qu'elle continue d'attaquer avec le feu, souriant tout le pendant ce temps. Au fur et à mesure que la chaleur monte, Lucy passe à la magie de glace, mais Beral la traverse, l'impressionnant. Elle redouble d'ardeur et il charge, cherchant à l'assommer en toute sécurité. Son coup direct échoue. Elle s'entoure de flammes et contre-attaque avec une tempête de feu. Une deuxième salve pleut d'en haut, presque impossible à bloquer. En plaisantant, Lucy demande s'il a déjà combattu une sorcière. Il dit que c'est la première et la pire. Duel, après avoir esquivé, il voit une énorme sphère de glace et la renvoie seulement pour qu'elle la détruise en plein vol. Utilisant la fumée comme couverture, Beral frappe, mais elle le foudroie avec de la foudre. Elle se vante d'avoir gardé son meilleur sort, une lourde aura sombre qui le fige sur place. Juste au moment où cela devient dangereux, elle s'arrête, disant que cela échouerait aussi. Curieux, Gardinet demande ce qui se serait passé. Elle dit qu'il serait embouilli, ou au mieux, brouillé. Elle admet qu'il est fort et comprend maintenant pourquoi Fussel le respecte, mais Beral pense qu'elle s'est retenue. Il réfléchit au fait qu'il n'a pas encore surpassé son père. Lucy rit de son humilité, surtout puisqu'il n'est pas en colère à propos de l'embuscade. Il hausse les épaules, c'est juste un tracas, et elle rit encore. Il se rend compte qu'il ne peut pas rester en colère contre elle. Elle l'invite à l'institut de magie pour enseigner, mais il refuse. Le lendemain, il est surpris de voir Fussel livrer des potions du corps magique à l'ordre. Beral trouve les potions utiles, surtout les herbes sur lesquelles il compte souvent. Fussel lui tend un flacon, disant que c'est une excuse de la part du commandant Lucy, révélant que la jeune fille est en fait une officier de haut rang. Choqué, Beral écoute quand Fussel explique que Lucy utilise la magie pour rester jeune, bien que son âge réel reste inconnu. Quand Beral mentionne leur affrontement précédent, avouant qu'il a failli être éliminé, Fussel note la compétence rare de Diamond. Elle peut enchaîner des sorts comme peu d'autres. Lucia Citrus arrive pour remercier Fussel d'avoir livré des potions avant de partir. Elle et Tyrina Lysandra demandent ensuite à Beral d'aider à former de nouveaux aventuriers, conformément à la demande de leur chef de guilde. Il est chargé de les évaluer et de les préparer pour leur premier donjon. Beral réfléchit à ses anciens rêves d'aventure, comment semblait prometteur jusqu'à ce qu'un monstre l'écrase. Il avertit que les donjons sont dangereux, mais Lysandra est confiante qu'ils seront en sécurité sous sa surveillance. Lucia, hésitante mais pratique, y voit une chance pour lui de grandir. Bien qu'elle soit souvent d'accord, la tension entre elle et Lysandra déroute Beral. Finalement, Lucia le pousse à écouter le chef de guilde, lui rappelant que les instructeurs spéciaux travaillent de manière indépendante. Lysandra l'emmène rencontrer le chef. À sa grande surprise, Lucy Diamond est déjà là, en train de boire du thé. Elle connaît le chef de la guilde qui se présente comme Midas. Faisant confiance à Lysandra et aux lames jumelles de dragon, il pense que Beral est apte pour le poste. Lucy ajoute sa propre recommandation. Se sentant mis de côté, Beral se rend compte que son avis compte à peine. Midas présente Meian, son assistant, qui veut clarifier quelque chose. Malgré le soutien de Beral, Meian pense qu'il est risqué de laisser un nouveau rejoindre une équipe d'assaut. Beral, à la fois à moitié embarrassé et à moitié soulagé, espère en silence que cela le sortira de là. Mais Lysandra accuse Meian d'irrespect et Lucy remet en question sa confiance. Meian dit que les décisions sont prises en groupe et avec les étranges apparitions de monstres récemment, Beral doit faire ses preuves en duel contre Lysandra et les lames jumelles. Beral est stupéfait, mais les autres soutiennent cela. Midas demande s'il est prêt et Beral accepte nerveusement. Le chef des aventuriers emmène le maître au terrain d'entraînement du quartier général, où les membres sont choqués de voir la célèbre Lysandra affronter un inconnu d'âge moyen. Beral, regrettant déjà d'être là, se souvient de Lysandra comme une aventurière de premier ordre. La fille, excitée de finalement s'entraîner avec son maître, se rappelle un souvenir d'enfance, voyageant dans une calèche remplie de nourriture valant des années de revenus. Ses parents commerçants espéraient lui offrir une vie meilleure, mais leur voyage a été interrompu lorsqu'un monstre a attaqué, tuant le cocher. Sa mère, Sarena, l'a exhorté à fuir, mais la bête a renversé le carrosse, envoyant Sarena au-dessus d'une falaise dans une rivière. Plus tard, la fille s'est réveillée pour se retrouver secourue par Beral Gardinet, qui l'a recueillie. Quand il a demandé à propos de l'attaque, le traumatisme l'a submergée. À l'époque, Beral vivait avec ses parents, et bien que personne ne sache ce qu'il était advenu de la famille de la fille, il a demandé à s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau foyer.
Sarena était renfermée, irritable et silencieuse pendant des jours, mais ceux qui l'entouraient restaient patients et prenaient soin d'elle. Un jour, elle a regardé Beral s'entraîner avec une épée en bois et a montré de l'intérêt. Encouragée à essayer, la pratique de l'épée est devenue une partie de sa routine. Elle s'est rapprochée de Beral, qui est devenu son mentor, et l'a aidé à retrouver confiance en elle. Finalement, elle a commencé à s'entraîner au dojo et a ressenti un fort sentiment d'appartenance. Son sensei, toujours gentil, croyait qu'elle avait du talent, surtout avec des épées jumelles. Plus tard, la famille de Beral lui a trouvé une nouvelle maison, mais a promis qu'elle pourrait toujours revenir. Reconnaissante, elle est partie en larmes, bien qu'elle souhaitait pouvoir rester. 20 ans plus tard, maintenant connue sous le nom de Lysandra, elle est devenue une aventurière de rang or. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle voulait voir le monde. Lors d'une mission, son carrosse a été attaqué par des bandits dirigés par un célèbre épéiste local. Sans hésitation, Lysandra a foncé sur les bandits et les a rapidement vaincus avec ses 2 épées. Elle n'était pas devenue aventurière uniquement pour ces raisons déclarées. Son véritable objectif était d'empêcher les autres de souffrir comme elle avait souffert et d'honorer les enseignements de son maître. Maintenant, debout devant l'homme qui a changé sa vie, Sarena, elle l'a salué comme elle le faisait dans sa jeunesse. Et il a souri, touché par ses souvenirs. Bien qu'elle ne soit plus son élève, il a choisi de l'honorer avec un duel digne. Lysandra a attaqué par le haut avec ses lames en bois, forçant Beral à se défendre contre sa vitesse impressionnante. Bien qu'il s'attendait à son habileté, sa vitesse l'a tout de même surpris. Lysandra, ravie de l'occasion de se battre contre son maître, a eu du mal à porter un coup, sachant très bien qu'elle pourrait ne pas réussir même à son meilleur niveau. Pourtant, la chance de l'affronter avec sa force actuelle la faisait sourire. Beral étudiait chaque mouvement, impressionné par son endurance et sa dévouement. Mais ensuite, il a trouvé une ouverture. Il attrapa sa lame gauche avec la sienne et la désarma, profitant du moment pour l'immobiliser au sol. Après avoir déclaré la victoire, les aventuriers ont applaudi, impressionnés par le duel. Nétis a admis que c'était incroyable et Lysandra, comme d'habitude, l'a félicité, bien qu'il ait avoué qu'il aurait perdu si le combat avait duré 10 secondes de plus. Il a réalisé que la fille n'avait pas encore maîtrisé sa main gauche et elle a convenu qu'elle devait l'entraîner pour qu'elle soit aussi forte que sa main dominante. Lucie est arrivée en riant, voyant l'instructeur donner une conférence à une classe avancée, tandis que Migon s'excusait d'avoir douté de Garnet. Toujours humble, Beral l'a accepté et a passé la formation des aventuriers novices au maître épéiste, regrettant de ne pas pouvoir refuser. Le lendemain, Lysandra a présenté ses premiers apprentis, Porta, Nidri et Sarlikatz. Porta et Nidri étaient de classe bronze, Sarlikatz était d'argent. Au début de leur entraînement, ils sont entrés dans une grotte où Sarlikatz a détecté 6 ennemis avec un appareil magique. 3 gobelins ont tenté de les prendre en embuscade, mais les jeunes combattants ont facilement gagné. Beral pensait qu'ils avaient à peine besoin de son aide. Quelques heures plus tard, le donjon était clair, et à la fois Beral et Lysandra les ont félicités, bien que la classe avancée ait trouvé étrange qu'il y ait si peu d'ennemis. Soudain, l'appareil de Sarlikatz s'est brisé, et une bête ailée a lacéré Porta. C'était une créature ressemblant à un griffon appelé Xenagravel, probablement la raison pour laquelle le donjon était vide. Beral réfléchit instantanément à sa malchance, face à une telle bête alors qu'il ne voulait jamais être impliqué. Il demande à Sarena des potions et elle confirme qu'elle en a 2. Le professeur envisage d'aider Porta, pendant que l'étudiant combat le griffon, mais Sarena comprend mal et s'enfuit avec Porta, laissant Beral seul face à Xenagravel. Malgré son âge, Beral résiste aux attaques de la créature, bien que l'épée entame à peine son armure semblable à de l'acier. Sachant qu'un seul coup pourrait le tuer, il se concentre sur le fait de gagner du temps. Sarena et Porta s'échappent dans le donjon, tandis que Beral bloque une frappe puissante qui blesse son bras et le projette à plusieurs mètres. Refusant d'abandonner, il vise le visage du monstre, mais esquive de justesse une boule de feu. Il parvient à couper la queue de Xenagravel lors d'une contre-attaque, démontrant ainsi son talent légendaire. Furieux, le griffon déclenche une énorme explosion de feu, forçant Beral Garnet à battre en retraite avec beaucoup d'efforts. Beral reçoit un coup de tête qu'il ne peut éviter et est traîné dans les bois par l'oiseau sauvage qui s'élève ensuite dans le ciel avec lui accroché. Après s'être libéré en contournant le corps de la créature, Garnet se retrouve dangereusement haut, mais grâce à son courage et sa patience, il s'accroche à ses plumes jusqu'à ce qu'il soit finalement déposé à terre. Furieux, le Xenagravel pousse un rugissement qui transforme la terre environnante, y compris l'endroit de Beral, en lave en fusion. Beral saute sur un rocher proche, remarquant que la lave s'infiltre dans le donjon où ses amis Nidri et Sarlikatz luttent pour sauver Porta blessé. En entendant le cri désespéré de Nidri, Beral réalise qu'il doit agir. Faisant attention à chaque pas sur la surface brûlante, il vise un coup mortel sur l'oiseau. Xenagravel, maintenant enragé, réplique avec une pluie de boules de feu, mais Beral les esquive avec précision, se rapprochant pour poignarder la bête dans l'œil, bien que l'oiseau brise son épée en retour. Juste à cet instant, Sarena Lysandra réapparaît, lançant une attaque surprise et enfonçant ses lames jumelles dans le dos de Xenagravel, mettant fin au combat acharné. Après la bataille, Sarena attribue leur victoire sur la bête aux efforts du maître.
même s'il n'est pas d'accord. Elle admet être arrivée trop tard, permettant au Griffon de détruire l'épée du sensei. Pendant ce temps, Beral se concentre uniquement sur l'état de Porta, et l'officier le rassure en lui disant que Porta se rétablira. En fait, Beral voit quand les jeunes aventuriers émergent vivants, bien que Porta soit inconscient. Scherner dit à l'ancien professeur que la situation lui rappelle le bon vieux temps, éveillant ses propres souvenirs. Plus tard, Lysandra retourne à la guilde, impressionnant Nettis, qui a du mal à croire qu'ils ont vaincu une cible si dangereuse tout en protégeant les recrues. Sarena insiste sur le fait que la présence du maître les a tous sauvés, et Migonde n'attendait pas moins de quelqu'un qui a déjà battu un aventurier de classe noire. Bien que le chef de la guilde essaie d'inviter le maître à se joindre, Garnet refuse avant qu'il ne puisse finir. Ensuite, Sorina dit à Barrel qu'il ne pourrait jamais être juste un aventurier. Barrel pense qu'il le surestime, mais Sorina, s'inclinant en excuse, admet qu'elle a exagéré ses compétences, bien qu'elle croit toujours qu'il est incroyablement puissant, et le remercie de l'avoir laissé se battre à ses côtés. Barrel remercie la fille, reconnaissant que ses décisions intelligentes ont été vitales pour le succès de l'équipe et leur retour en toute sécurité. Touchée par sa croissance, Sorina Lysandra se souvient avec tendresse de son propre mentor et commence presque un discours sur le passé, mais change rapidement de sujet. Après avoir voyagé avec Lysandra, Barrel suit maintenant un autre ancien élève, Kuroni, chez un forgeron de la ville. Bien que Barrel pense que Lucia avait d'autres responsabilités, elle insiste pour dire que l'aider à choisir une épée est urgent. Déconcerté, Barrel l'entend marmonner à propos de Lysandra et Kuroni qui couvrent d'autres courses, la laissant impatiente de l'assister. Quand il lui pose la question, elle esquive et lui dit d'attendre et de voir. À la forge, le forgeron les accueille chaleureusement, et Barrel reconnaît immédiatement Balder, un ancien élève. Tous deux sont surpris et heureux de se retrouver. Quand Lucia interroge sur leur lien, Barrel explique que Baldergasp était plus âgé que lui au dojo. À l'époque, Barrel espérait que l'entraînement l'aiderait à forger de meilleures épées. Il est heureux que Balder dirige maintenant sa propre forge, bien que Balder soit amusé par la surprise de Barrel. Kuroni demande à faire aiguiser son épée courte, mais Balder recommande de la remplacer en raison des dégâts. Lucia trouve cela étrange car Kuroni prend généralement soin de son équipement. Lorsque Barrel demande comment se sent l'épée, Kuroni dit que c'est léger et facile à utiliser. Gardenet suggère qu'elle essaie plutôt une lourde épée à deux mains. Malgré sa petite taille, Kuroni le manipule facilement et choisit de l'acheter. Avec sa décision prise, Barrel commence à chercher une épée. Bien que Lucia suggère une arme sur mesure, il est content d'explorer le magasin. Soudain, Shirina arrive à la recherche de Balder et tombe sur Lucia, ravivant leur rivalité discrète pour la faveur de leur enseignant. Barrel intervient pour désamorcer la tension et demande pourquoi Lysandra est venue. Elle explique qu'elle veut forger une épée longue à partir de la griffe de la Griffon tuée. Balder, surpris que ce soit Xena Gravel, remet en question le besoin d'une autre arme, mais Lysandra dit que c'est un cadeau de son maître qui l'a beaucoup aidé. Barrel pense qu'elle mérite de garder la griffe, mais Lucia soutient que l'ordre aurait dû fournir un meilleur équipement. Pourtant, Lysandra insiste, se sentant redevable pour les erreurs passées. Alors que Gardenet réfléchit, Balder suggère d'accepter et Barrel est d'accord, ce qui plaît à Serena mais déçoit Lucia. Tandis que Barrel examine le matériau rare, l'expression de Balder montre qu'il espère quelque chose de plus grandiose que la simple épée demandée par Barrel. Balder demande une semaine pour fabriquer l'arme, et alors que Barrel s'attend à avoir du temps libre, il le traîne au terrain d'entraînement. Comme il a recommandé l'épée à deux mains, il doit maintenant lui apprendre à s'en servir. Il explique que la puissance du Zweihander vient des frappes larges et balancées utilisant l'élan, pas seulement la force, et il souligne le ricasso pour l'équilibre. Kuroni a du mal jusqu'à ce que Barrel lui conseille de bouger à partir des hanches, après quoi elle s'améliore rapidement, lui rappelant ses débuts. Ce soir-là, Barrel se rend dans une taverne pour se détendre et célébrer sa progression. Ensuite, en se promenant dans les rues, une fille à capuche essaie de le voler. Elle invoque une énorme boule de feu pour s'échapper, laissant derrière elle un collier que Barrel trouve et examine avec curiosité. Pendant ce temps, la voleuse s'enfuit dans une cachette où elle est réprimandée mais défendue par ses compagnons. Le lendemain, dans la salle d'entraînement, Kuroni s'entraîne avec sa grande épée, tandis que Mblit s'entraîne contre Barrel, toujours incapable de toucher. En essayant une prouesse, Mblit vise l'abdomen de Barrel, mais Barrel contre et gagne à nouveau. Mblit le remercie pour la leçon et Barrel reconnaît ses progrès. Mblit loue ensuite le changement d'arme audacieux de Kuroni, notant son potentiel et l'importance vitale pour l'ordre de la nuit de se renforcer pour un raid contre les voleurs du crépuscule qui ont causé des problèmes dans la capitale. Bien qu'il plaisante en disant que Barrel pourrait s'en charger seul, Barrel n'est pas intéressé par ce genre de travail. Cependant, il se souvient de la bague qu'il a prise à un pickpocket et se demande si elle pourrait aider à l'enquête. Kuroni, la voyant, suppose qu'il s'agit d'un cadeau et Mblit joue le jeu. Barrel tente d'expliquer que l'anneau n'est pas un cadeau, mais Kuroni
plaisante en disant qu'il aura besoin d'un plus gros s'il veut demander Lucia en mariage. Confus par cette supposition, Barrel explique finalement qu'il l'a obtenue d'un pickpocket qu'il a attrapé hier. Elle s'est échappée en utilisant la magie du feu, ce qui l'a surpris. Kai trouve cela étrange car les utilisateurs de magie peuvent étudier gratuitement à l'institut et n'ont pas besoin de voler. Barrel dit qu'il le rendra et Mblit lui dit de le laisser au bureau des commandes du chevalier, ce qu'il fait. Avec cela réglé, Barrel décide de ne pas poursuivre la fille, bien que son regard le dérange encore. Plus tard, en explorant le marché immobilier, il est choqué par le coût élevé de tout. Barrel pourrait techniquement se permettre l'achat grâce à son salaire de l'ordre des chevaliers, mais cela restait un prix exorbitant. Alors qu'il hésite, il remarque une fille derrière lui qui regarde autour et va l'aider pour se rendre compte que c'est la même fille qui a essayé de le voler la nuit précédente. Quand il mentionne une bague, elle l'attaque pensant qu'il l'a volée. Barrel la calme et t'explique qu'il l'a déjà laissée à l'accueil de l'ordre des chevaliers. Comme elle ne peut pas y aller elle-même, il lui demande si elle l'a volée, mais elle le nie et cela suffit pour qu'il offre son aide. Il suggère qu'elle vienne avec lui en soulignant qu'il sera plus facile de récupérer la bague s'il se porte garant pour elle. Bien qu'évidemment agacée, elle accepte. Au siège, Barrel récupère la bague, mais traîne, voulant d'abord lui parler, juste au moment où Lucia apparaît et saute à la mauvaise conclusion, supposant que la fille est la fille secrète de Barrel. Barrel nie l'accusation et tout le monde rentre pour qu'il puisse expliquer les choses à Lucia. Une fois qu'elle comprend, Lucia demande ce qu'il veut faire à propos de Mui. Normalement, Lucia l'arrêterait, mais Barrel ne veut pas lui causer de problème. Il lui demande si elle arrêtera de voler, mais elle évite la question et exige de récupérer la bague. Son honnêteté à ne pas mentir fait que Barrel la considère comme une bonne gamine au fond. Lucia, ayant entendu Mui utiliser la magie sur Barl, demande si cela vient d'un accessoire ou si c'est naturel. Mui dit que c'était son propre pouvoir. Lucia explique que le talent magique signifie que le royaume la soutiendra, donc il n'est pas nécessaire de voler. Mui commence à parler et dit qu'elle a besoin de 5 millions de docs pour ramener sa sœur à la vie, comme promis par son patron. Barrel réalise que le patron ment, la résurrection est impossible, mais sait que Mui ne le croira pas encore. Lucia sort pour vérifier quelque chose, laissant Barrel et Mui seuls. Il propose des biscuits, elle refuse bien qu'elle ait clairement faim, alors il lui apporte du pain. Elle le dévore et Barrel se sent soulagé de l'avoir trouvé après avoir vu sa tristesse ce jour-là. Avant que Mui ne revienne avec une bague, prête à partir après avoir abusé de son séjour, mais Lucie surgit, ayant entendu de Lucia que Mui a un potentiel magique. En tant que chef des corps magiques, Lucie l'invite à rejoindre l'institut, mais Mui refuse. Elle économise 5 millions de dolks pour payer un sorcier pour ressusciter sa sœur. Lucie, stupéfaite, dit que la magie de résurrection n'existe pas, mais Mui insiste qu'elle a vu. En vérité, le sorcier n'a fait que remuer le cadavre avec la télékinésie, ce que Mui, aveuglé par le chagrin, a pris pour réel. Lucie, soupçonnant une arnaque, demande le nom du sorcier et promet de payer si c'est vrai, mais de le punir si ce n'est pas le cas. Mui révèle son nom. Twilight, chef des voleurs de Twilight. Lucie emmène Beryl pour l'affronter, laissant Lucia derrière afin d'éviter d'attirer l'attention. À la planque près de la route principale, Lucie fait irruption. Tandis que Beryl s'occupe des bandits qui défendent de Mui, Lucie confronte Twilight qui attaque avec un équipement magique. Il la soulève avec la télékinésie, le même tour qu'il a utilisé pour tromper Mui, et se moque d'elle pour l'avoir cru. Alors qu'il prépare une boule de feu, Lucie le met KO avec sa magie du vent. À l'étage, Beryl bat les autres et réduit au silence celui qui insulte Mui. Lucie traîne Twilight dehors et le force à avouer. Mui, dévasté, apprend que sa sœur est vraiment partie. Les chevaliers arrivent pour arrêter le gang, mais Lucia remarque que l'équipement de Twilight laisse présager quelque chose de plus grand. De loin, une silhouette encapuchonnée déclenche un appareil qui tue Twilight et rapporte au pape, qui est ravi. Les complications sont résolues et les corps serviront ses sombres desseins. Le lendemain de l'entraînement, Lucia a pris le maître à part pour partager des nouvelles. Twilight était mort pendant le transport vers la prison, explosant mystérieusement et ne laissant derrière lui que ses implants enchantés. Ces éléments sont actuellement en cours d'examen à l'aide du noyau magique. Les témoins, y compris l'équipage de Twilight, étaient perplexes, confirmant la théorie de Lucy Diamond selon laquelle quelqu'un d'autre le contrôlait. Pendant ce temps, Beryl a récupéré son épée personnalisée, forgée à partir des os d'une bête ciblée. Bien qu'il le trouvait un peu tape à l'œil, Kirun insistait sur le fait qu'il lui convenait bien et même la rendait mal à l'aise rien qu'en sentant son tranchant. Acceptant cela, Beryl décida de l'essayer. En chemin vers la salle d'entraînement, il admit qu'il ne s'était jamais senti à l'aise en portant une lame, puis ils croisèrent Lucie qui avait besoin de l'attention du maître, obligeant Kirun à manquer les débuts de l'épée. Le professeur s'est dirigé vers le domaine de Lucy Diamond, où elle a mentionné encourager Mui à rejoindre l'institut de magie. Autour d'un thé,
ils furent rejoints par Ilroy Almon, un prêtre de Svin, voisin de Fenug-Arvania. Lui et Lucy expliquèrent que tout l'équipement magique de Twilight venait de Svin, intégré par l'homme de l'évêque Rivios, Sarlion, qui avait engagé Twilight pour collecter des corps. Une fois Twilight capturé, il fut probablement éliminé par contrôle magique. Rivios avait collecté des corps, poursuivant ce qu'il appelait le miracle de Svin, ce que d'autres connaissent comme la sorcellerie. Lucy a expliqué que ce miracle, considéré comme une résurrection, est dit être un acte divin que seul Svin, le véritable dieu, peut accomplir, bien qu'il soit largement considéré comme un mythe. Pourtant, Rivios est obsédé par la preuve de sa réalité. Une action est nécessaire, mais c'est compliqué. Il est actuellement à l'église de Svin, dans le nord de Libéras, et l'ordre prévoit de le convoquer demain. S'il s'enfuit chez lui, le joindre sera presque impossible. C'est pourquoi agir rapidement est essentiel. Un affrontement direct avec l'église pourrait déclencher une crise internationale, et en tant que simple prêtre, je ne peux pas défier un évêque. C'est là que Beryl Gardinet intervient. Il espérait aussi que cette mission pourrait le conduire au corps de la sœur de Muy, apportant ainsi à la jeune fille un peu de répit. Avec cela, le breteur accepta le travail, juste au moment où il rencontra Muy arrivant avec les fournitures demandées par Lucy. Il fut soulagé de voir Lucy prendre soin d'elle, et nota combien elle avait grandi. Muy sentit quelque chose s'éveiller en elle, sans savoir pourquoi cet homme lui montrait tant de chaleur. Lucy dit doucement que c'est normal pour les adultes de s'occuper des enfants. Pourtant, Muy était confuse. Elle avait une fois tenté de voler le professeur. Pourtant maintenant, il lui offrait un abri. En le sentant, Beryl lui dit de ne pas trop réfléchir, et de se concentrer sur le sentiment de sécurité, car personne ici ne lui voulait du mal. Elle avait un avenir qui valait la peine. En embrassant. Muy, toujours prudente, a commencé à faire un peu confiance, émue par leur gentillesse. Bien que submergée, elle s'efforçait à rester forte. Pendant ce temps, Rivios a reçu une livraison attendue depuis longtemps, et Beryl observait attentivement l'évêque. En le suivant, un homme en manteau a arrêté Beryl dans la rue, se révélant et l'accusant de la ruine de Twilight. Beryl soupçonnait qu'il était un chevalier sous Svin, et il était. D'accord, l'homme a appelé du renfort et s'est retiré, laissant 3 soldats derrière pour affronter Gardinet. En faisant appel au pouvoir de Zian, ils ont amélioré leur corps et attaqué, mettant Beryl en réel danger. Forcé de répondre, il a esquivé et en a abattu un, réalisant la véritable puissance de sa nouvelle lame. 2 autres ont frappé, et bientôt 3 autres ont rejoint le combat. Une soudaine montée de magie a traversé le champ de bataille, dispersant les attaquants et sauvant Beryl. Ficelle est apparu, sort prêt, se précipitant pour aider son ancien maître, avec Kirun juste derrière, épée en main, chargeant l'ennemi. Ils ont prétendu qu'il ne faisait que passer quand ils l'ont vu en danger, bien que Beryl en ait douté. Pourtant, toutes deux ont combattu avec acharnement, abattant les soldats avec habileté et force. Alors que les améliorations des chevaliers s'estompaient, des renforts sont arrivés, mais les femmes ont insisté qu'elles pouvaient gérer. Iti. En leur faisant confiance, Beryl reprit sa mission et entra dans l'église où l'évêque Rivios attendait avec le commandant ennemi. Rivios ordonna à l'homme Sper d'éliminer Beryl, puis invoqua le pouvoir de son dieu. Les caisses de ravitaillement éclatèrent, révélant des cadavres qui se levèrent comme des morts vivants. Horrifié, Beryl en reconnut une, la sœur de Muy, reconnaissable avec son collier et ses cheveux bleus. Dégoûté mais résolu, il abattit les zombies, leur corps disparaissant dans des flammes bleues jusqu'à ce qu'elles se rapprochent enfin, impossible à ignorer. Au lieu de dégainer son épée immédiatement, Beryl prend la fille dans ses bras, pleurant ce qu'elle est devenue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il lui tranche le cou, lui offrant la même miséricorde qu'aux autres. Elle s'effondre lentement comme les cendres dans le vent, consumée par la même flamme bleue, ne laissant que le collier qu'elle partageait autrefois avec sa sœur. Beryl le garde, avec le lourd remords d'avoir fait partie d'un moment si tragique. Sper cependant reste totalement impassible. Il commence même à prier, invoquant un pouvoir divin pour renforcer son corps pour la bataille à venir. Une fois terminé, il fonce sur Gardinet avec une vitesse effrayante et montre une force écrasante. Malgré le déluge incessant menaçant sa vie, le professeur expérimenté parvient à tenir bon. Pour Beryl, ce combattant dépasse l'agilité de Surina et la force d'Emblit, un mélange mortel pour tout adversaire. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, une des attaques de Spur blesse réellement Beryl, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis qu'il a rejoint l'ordre. C'est clair maintenant, il est vraiment en péril. Pourtant, il refuse de laisser impuni quelqu'un qui joue avec la vie humaine. Avec une poussée soudaine, Beryl retourne dans le combat et frappe le bras de Spur. Bien que blessé, Spur jure de ne pas tomber, affirmant que la protection divine le protège. Puis, de manière troublante, il se poignarde lui-même au bras avec un poignard, devenant encore plus puissant. Sa fureur s'intensifie et un plaisir tordu apparaît sur son visage. Beryl est bientôt couvert de coupures. Ses membres sont tailladés à plusieurs reprises, mais la pure volonté le maintient debout. Spur lance une attaque frontale qui effleure l'épaule de Beryl, mais la contre-attaque de Beryl frappe fort. Avec la possibilité de frapper, Beryl entaille profondément le bras de Spur et lui lacère la poitrine, arrêtant la prochaine attaque du chevalier. Le sang coule,
mais Spur se redresse avec son épée au lieu de tomber. Beral est stupéfait qu'il soit encore debout. Spur charge à nouveau, mais le sang jaillit de lui alors que sa force s'évanouit. Pourtant, il avance comme un homme condamné jusqu'à ce que son épée glisse et qu'il s'effondre finalement. Beral condamne son chemin, mais Spur prétend que le vieil homme ne comprendrait jamais, ce que Beral admet silencieusement. Avec Spur à terre, Beral quitte l'église pour retrouver ses anciens élèves et un évêque Rivios capturé qui insiste sur le fait que sa défaite signifie rien. L'évêque avertit que seuls des miracles divins peuvent sauver Fenugar Vania. Le lendemain, Gardenet arrive chez Lucy Diamond, où elle sait déjà ce qui s'est passé. Beral regrette d'avoir échoué avec Mui, mais Lucy rejette sa culpabilité et l'emmène dans une maison qu'elle lui offre. À l'intérieur, en train de balayer le sol, se trouve Mui, vivante. Elle a enfin choisi de retourner à l'école. Maintenant, la seule question est de savoir si elle restera avec Beral, quelque chose qui prend complètement le professeur de cours. Parce que Mui a besoin d'un parent ou d'un tuteur légal pour s'inscrire, Beral pourrait signer les formulaires. Mais il pourrait faire plus que cela. Il pourrait vraiment devenir son tuteur, son père de toutes les manières significatives. Après avoir lâché cette révélation, Lucy dit à Mui ce que Beral a fait pour elle la nuit précédente. Il est temps, dit-elle, que la fille croit que certains adultes se soucient encore. En entendant cela, Mui descend le couloir et demande si elle peut avoir une chambre. Mais avant que quelqu'un ne réponde, elle entre comme si c'était déjà la sienne. C'est alors que Beral comprend, il vient de devenir papa. Son sourire dit tout, on ne peut plus revenir en arrière. Beral et Mui ont passé l'après-midi à regarder une pièce intense sur une histoire d'amour compliquée. Beral a aimé, mais Mui a été agacée par le protagoniste égoïste, même si elle s'est quand même amusée. Beral pensait que l'héroïne était pire et espérait secrètement que leur dispute pourrait les rapprocher. Mais le lendemain, ils se sentaient toujours éloignés. Quand Mui est allée s'inscrire à l'académie de magie, son tuteur, Gardenet, a essayé de l'accompagner, mais elle voulait clairement y aller seule. Pourtant, il l'a accompagnée jusqu'à la porte. Là, Beral a vu des étudiants faire léviter un énorme rocher avant qu'un professeur nommé Kinira ne les accueille et leur propose une visite. Beral a accepté maladroitement tandis que Mui restait figée, timide mais douce. Kinira a ri et les a conduits à l'intérieur. Beral était émerveillé, même les fenêtres étaient en vrai verre. Lorsqu'on lui a demandé une référence, il a nommé nonchalamment le commandant Diamant, ce qui a stupéfié Kinira. Alors que des étudiants passaient et la saluaient poliment, elle expliqua qu'ils étaient formés comme des mages d'élite, les bonnes manières incluses. Beral se demandait tranquillement si Mui s'intégrerait. Kinira les a amenés dans une chambre et a expliqué que Mui n'avait pas besoin de passer le test d'entrée. Sa lettre garantissait l'admission. Elle avait seulement besoin de choisir une spécialisation. Un peu nerveuse, Mui a dit qu'elle ne pouvait invoquer que le feu, alors Kinira a suggéré la magie offensive et a décrit brièvement les 5 types. Mui devait aussi décider de la vie en dortoir, alors Kinira lui a fait visiter. Mui était émerveillé. L'endroit était immense et magnifique, avec des repas quotidiens, un planning de bain rotatif et une chambre meublée. En partant, Mui a qualifié cela de rêve et Beral lui a proposé de déjeuner en ville, espérant secrètement qu'elle resterait. Il s'inquiétait qu'elle ne s'intègre pas. Peut-être était-elle simplement timide avec les hommes plus âgés. La charcuterie était pleine, mais Sorina est arrivée et les a invités. Beral l'a remerciée pour l'épée, mais elle a fait un geste de la main, en dehors. Après avoir siroté sa boisson, elle a demandé des nouvelles de Mui. Beral a marqué une pause, puis a dit qu'elle était la fille dont il s'occupait maintenant. Sorina a failli recracher sa boisson pour une raison étrange, puis elle a toussé et s'est rapidement excusée pour l'interruption. Lorsque la nourriture est arrivée, Beral a demandé des nouvelles du travail. Elle a dit que les chasses aux monstres près de la capitale étaient plus fréquentes ces derniers temps, non pas à cause des créatures, mais parce qu'une délégation de Svina Gardania visitait Liberis pour le sommet annuel de l'Alliance et que la ville devait être sécurisée. Beral était surpris que les aventuriers aient des responsabilités nationales. Après le déjeuner, il a dit à Mui de rentrer chez elle puisqu'il devait passer par le siège de l'ordre. Avant qu'elle ne parte, il a demandé à Sorina de lui donner quelques conseils, surtout pour l'école de magie. Commençant. Direct comme toujours, Sorina a averti que seuls les meilleurs survivent à l'institut et abandonner n'est pas une option avec Beral comme mentor. Mui a admis qu'il était fort, ce qui a froissé Sorina. Il n'aimait pas la façon dont la fille parlait de son professeur. Beral est intervenu pour apaiser les tensions et Sorina a admis qu'elle avait réagi de manière excessive par respect pour lui. Puisque Mui semblait comprendre, Sorina lui a souhaité bonne chance. Mui l'a remercié et est parti. Beral sentait qu'elle s'était un peu ouverte et Sorina a même dit que la fille avait du potentiel, un peu brut, mais authentique. Beral était d'accord, pensant qu'elle avait juste besoin du bon endroit pour s'épanouir, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que cela pourrait être. Dans la salle d'entraînement, le sensei discute de la situation de vie de Mui avec Ilusha. Devrait-elle rester avec Beral ou emménager dans les dortoirs de l'école? Ilusha est prise au dépourvu par la nouvelle et prend un moment pour l'assimiler. Kai débarque, insistant sur le fait que les dortoirs sont meilleurs, proches des cours, pas de longs trajets, repas gratuits. Comme disait Fi, ils sont indispensables. Beral comprend, mais s'inquiète que Mui ne s'intègre pas. M-Blitz encourage à prendre des risques, et Ilusha est d'accord avec les deux. Beral vérifie ensuite avec Lucy Diamond, qui soutient également l'idée du dortoir. Pendant qu'il parle, Félicé dépose quelque chose et Lucy demande si elle a vécu dans les dortoirs aussi. Félix dit que oui, c'est pratique. Quand Lucy mentionne l'inscription de Mui,
Felice ajoute qu'elle pourrait être sa professeure. Cela dérange Beral et il part soudainement. Felice demande ce qui ne va pas et Diamond dit qu'il réfléchit trop. Seul Beral réfléchit qu'il avait espéré être une figure paternelle pour Mui, surtout depuis qu'elle n'en avait jamais eu, et ressentit une joie silencieuse lorsqu'elle revendiqua une pièce comme étant la sienne. Bien qu'il veuille être un bon modèle, Beral savait que le confort de Mui était prioritaire et elle était clairement charmée par les dortoirs. Plus tard, il rentre chez lui avec des courses quand Mui se plaint d'un bruit venant d'une commode. En enquêtant, Barrel trouve un trou derrière et 3 rats en sortent en courant. Affolé, il ouvre en grand les fenêtres et attrape un balai, prêt à se battre. Mui, peu impressionné, lui dit de se calmer, mais il insiste sur le fait que les morsures de rats sont graves. Alors qu'il se jette, les rats esquivent facilement. Mui mentionne avec désinvolture qu'elle est habituée aux rongeurs de son ancien quartier et Barrel répond qu'elle n'aura plus à vivre comme ça, ce qui la touche profondément. Un rat s'échappe tandis que les autres se moquent de Beryl. Il laisse tomber le balai, attrape sa veste et essaie de les piéger, échouant à plusieurs reprises. Frustré, il finit par perdre son sang-froid et lance la table, écrasant l'un d'eux avec une fureur sauvage et déterminée. On dit qu'il faut juger les résultats, pas les méthodes. Un rat a été attrapé, mais un autre s'est glissé dans la salle de bain. Il a sauté dans la baignoire et Barrel l'a poursuivi, ignorant tout de ses instincts. Le rat se moqua de lui, atterrissant sur son épaule. Puis, le feu jaillit. Mui était intervenu silencieusement, le faisant sursauter dans les mains de Barrel. Elle disparut sans un mot. Le rat l'a mordu avant qu'il ne le jette par la fenêtre. Vengeance ou gentillesse? Cette nuit-là, Barrel a réparé le mur et a repris sa vie. En cuisinant, il a ressenti une chaleur douce. Mui l'avait appelée quand elle avait peur et avait même aidé. Peut-être qu'elle irait bien. Elle l'a rejoint dans la cuisine. Il lui a tendu du pain, mais elle était là pour aider. Il lui a demandé d'éplucher du bacon. Pourtant, une douce tristesse flottait dans l'air. Alors qu'ils se rapprochaient, elle envisageait de partir. Peut-être que passer les vacances chez elle était mieux, ils ont mangé ensemble. Il l'a remerciée et elle a dit qu'elle voulait apprendre à cuisiner. Il a répondu qu'il n'y avait pas de précipitation, mais elle a insisté qu'elle devait apprendre maintenant. La nourriture du dortoir était gratuite, il ne l'a pas compris. Puis elle lui a dit qu'elle resterait. Il a argumenté que le dortoir était mieux, mais elle a tenu bon. Quelqu'un se souciait enfin et elle voulait rendre l'appareil. Il devait juste dire comment. Ces mots l'ont laissé silencieux. Elle l'a taquiné à propos des rats, le faisant sourire. Elle a dit que tout ce dont elle avait besoin était de la chaleur. Touché, il a promis de faire des soupes tous les jours. Elle a levé les yeux au ciel et lui a dit de se débarrasser du sourire bizarre avant de courir vers les dortoirs. Le lendemain, pendant l'entraînement, Lucia s'approche de l'instructeur avec des nouvelles qu'elle prétend pouvoir avoir un impact sur son avenir. Quelques étudiants jettent un coup d'œil nerveux au commandant, s'attendant à quelque chose de sérieux, mais c'est juste un problème de vêtements. Une délégation de Santa Gardena visite Baltrine. Barrel mentionne que Soraya l'a déjà informé, ce qui irrite Lucia, un autre point dans leur rivalité discrète. Elle explique que leur groupe protégera les invités, et elle veut également organiser une rencontre entre Barrel et les deux familles royales. Pendant que Kiruni Blitz y voit une chance de renforcer sa réputation. Beryl reste peu enthousiaste, modeste comme toujours. Lucia lui rappelle que sa nomination royale s'accompagne de devoirs et il accepte à contre-cœur. Le commandant note qu'il aura besoin d'une tenue appropriée et ne connaissant pas les magasins locaux, il finit par accepter l'offre de Lucia de l'emmener chez un tailleur, exactement ce qu'elle voulait. Après son départ, les étudiants se demandent si elle a des motifs cachés. Ce soir-là, Mui dit à Beryl qu'un paquet est arrivé pour lui. Il ouvre le colis pour trouver une boîte de vêtements pour femmes et une note qui dit « Cher Beryl, veuillez accepter ceci comme un signe de mes remerciements. » Il n'y a pas de signature et Beryl soupçonne que cela pourrait venir du père Hébroin. Mui remarque que les tenues à froufrou ne sont pas vraiment son truc, mais son père rit et l'encourage à regarder, il y a beaucoup de choix. Pendant le dîner, il partage qu'il a été affecté à la protection des VIP et qu'il a besoin d'une tenue formelle pour une sortie avec Lucia. Il l'invite à se joindre, mais elle refuse instantanément. Il la pousse gentiment en disant que Citrus est super avec les enfants, mais son ton irrité le stoppe. Qu'est-ce qui la dérange? Honnêtement, il ne comprend tout simplement pas les adolescentes. Le lendemain, Beryl rencontre le commandant qui a échangé son armure pour une tenue décontractée. Le professeur la complimente sur son apparence, la laissant troublée. Il se dirige vers le tailleur, suivi par Blitz et Kuruni, qui essaient de rester cachés. À la boutique, Beryl s'arrête pour admirer l'ambiance chic du quartier central de Baltran. Bien que confiant, il admet qu'il se sent un peu dépaysé. Lucia le rassure. À l'intérieur, le tailleur accueille chaleureusement Mademoiselle Citron, tandis que Beryl reste bouche bée, impressionné par les rangées sans fin, comme un enfant dans un magasin de bonbons. Le garçon de la campagne doute de son sens de la mode pour le grand événement et laisse Lucia choisir. Malheureusement, elle choisit un horrible pourpoint et demande s'il l'aime. Même avec le commerçant qui fait l'éloge, Beryl reste ferme et demande une autre option. Il commence à se demander si lui donner le contrôle était une mauvaise idée. Il n'est pas question qu'il parte habillé comme un canapé fleuri. Pour éviter cela, il montre de l'intérêt pour un ensemble marron uni. Lucia pense que c'est trop terne, mais il insiste, alors elle demande au commerçant de le mettre de côté pendant qu'il regarde encore, devant les magasins. Dehors, deux étudiants observent tranquillement. Lucia invite Beryl à déjeuner et quand il accepte, elle rayonne. Kuruni et Blitz commencent à soupçonner qu'il pourrait se passer quelque chose de plus. Elle l'emmène dans un restaurant chic où il est clairement dépaysé. Il
qu'il ne serait jamais venu ici de lui-même. Lorsque le plat élégant arrive, il hésite à le manger. Pendant ce temps, Lucia célèbre discrètement le fait d'avoir organisé un rendez-vous pas si subtil, souriant en riant de manière incontrôlable. Beryl la vérifie et elle se rend compte qu'elle a peut-être exagéré. Blitz et Kuruni regardent Mui depuis derrière une plante, surpris de voir le commandant habituellement sérieux aussi heureux. Kuruni remarque que cela ressemble vraiment à un vrai rendez-vous. Drat plaisante en disant que cela doit compter comme un rendez-vous, mais Kuruni insiste que ce n'est pas le cas. Ce soir-là, Beryl et Lucia rentrent chez eux. Malgré avoir parcouru plusieurs magasins, ils restent avec la première tenue. Lucia se souvient brièvement d'un moment où le professeur a pris la responsabilité pour elle s'être retrouvée en danger après être allée seule dans un dojo. Il a essayé de la réconforter avec un repas, mais ils n'ont jamais vraiment mangé. Aujourd'hui, c'était comme s'ils avaient enfin pu terminer ce moment. Sans dire grand chose, Lucia se sépare de lui. Kuruni remarque que le commandant regarde l'instructeur partir. Blitz informe alors son supérieur, de manière décontractée, qu'il l'avait suivi toute la journée. Elle reste imperturbable, disant qu'elle n'a rien à cacher. Curieuse, il demande ce que l'instructeur signifie vraiment pour elle. Le lendemain, pendant l'entraînement, Kuruni s'excuse d'avoir disparu après que Blitz a avoué, mais il la rassure en disant qu'il n'a pas mentionné son implication. Quand Lucia entre, Kuruni panique et s'enfuit, prétendant qu'elle a besoin de s'entraîner au jeu de jambes. Drat la couvre, disant qu'elle a simplement besoin de place pour s'entraîner avec une épée géante. Alors que Drat évoque un souvenir, les mots de Lucia de la veille refont surface. Elle voulait seulement rendre son maître fier avant de partir tranquillement. Elle demande respectueusement au groupe de vider le hall pour qu'elle puisse se battre en duel avec le nouvel instructeur. Drat est pris au dépourvu, mais Lucia explique que c'est pour améliorer l'image de l'instructeur avant l'arrivée des royaux. Même perdre contre elle prouverait sa valeur. Blitz sent qu'il y a plus derrière cela, et Lucia admet que si elle gagne, elle confessera quelque chose à Beryl. Une fois qu'elle est partie, Kuruni se précipite, devinant que Lucia a l'intention de lui avouer ses sentiments. Blitz est d'accord, louant son intelligence, sa grâce et sa force. Peu de temps après, Beryl entre de manière décontractée et Lucia le défie. Bien qu'il soit surpris, il accepte. Alors que les étudiants se rassemblent, Drat arbitre avec son ancienne épée d'entraînement. Beryl note qu'ils n'ont pas combattu depuis des années et plaisante en disant qu'elle pourrait le submerger maintenant. Lucia sourit, prête à montrer pourquoi on l'appelle Éclair. Au signal de Blitz, elle frappe avec une vitesse aveuglante, un coup d'ouverture destiné à le tester, pas à le vaincre. Beryl bloque, réalisant rapidement qu'elle est sérieuse. Il repousse plusieurs coups, la repoussant une fois, ce qui l'impressionne, mais ses frappes rapides et indéchiffrables le maintiennent sur ses gardes. Lorsqu'il contre enfin, elle le punit avec un coup à la jambe. Malgré ce revers, il refuse d'abandonner. Elle lance une combinaison féroce et il trébuche alors qu'elle recule, fière de ce qu'elle est devenue. Blitz murmure que le match est presque terminé. Kay espère que Beryl gagne, peut-être que ça fera avancer les choses, bien qu'elle doute qu'il veuille changer. Puis Beryl comprend que son jeu de jambes, pas seulement sa vitesse, la rend intouchable. Réaliser les probabilités n'aide pas. Lucia bouge comme si elle avait des yeux partout. Même quand elle rate, elle esquive facilement. Beryl sait qu'il ne peut pas gagner de manière propre. Quand elle vise un point faible près de ses côtes, il tire son cap et la fait tomber, marquant un point. Kuruni remet en question le geste, mais Drat hausse les épaules. Les vrais combats n'ont pas de les règles, seul quelqu'un comme Guardnet oserait cela contre le commandant. Citrus nomme Lucia la gagnante, louant son habileté, mais avertissant que tous les ennemis ne se battent pas loyalement. La cloche, les sonneries. Beryl se dirige vers le déjeuner, tandis que Kuruni et Blitz s'approchent de Lucia. Kuruni admet qu'elle ne peut pas rivaliser avec elle et demande ce qu'elle avait prévu de dire si elle avait gagné. Lucia sourit simplement, elle allait demander de nouveaux vêtements puisque Beryl s'était acheté quelque chose aussi. Kuruni se sent embarrassée d'avoir pensé que c'était une déclaration d'amour. Elle s'éclipse, mais Blitz soupçonne toujours que des sentiments sont impliqués. Lucia insiste seulement sur le fait qu'elle veut son maître heureux, idéalement à cause d'elle. Ils admettent tous les deux qu'ils ne savaient pas pour qui se ranger. Ce soir-là, Beryl dit à Mui qu'il a à peine évité de perdre. Elle plaisante en disant que Lucia veut clairement toute son attention, d'abord le shopping, maintenant un duel rapproché. Elle essaie évidemment de se rapprocher. Beryl lui dit d'arrêter de fantasmer, Lucia est simplement son élève. Et il y a une grande différence d'âge. Mui pense qu'il se prend trop la tête, mais Beryl estime que c'est mieux que d'ignorer le problème. Situation. Le lendemain soir, Mui rentre tard de l'orientation et trouve que Barrel a déjà préparé le dîner et savoure une bière. Elle lui demande s'il aime vraiment ça autant, et il répond que rien ne le détend plus après une longue journée que de boire dans sa tasse ébréchée préférée. Il remarque ensuite que Mui porte un sac et lui demande de quoi il s'agit. Elle lui montre son nouvel uniforme et des livres de magie pour débutants empruntés à l'institut qu'elle doit rendre en bon état. Barrel est très fière, elle est presque une élève officielle, mais il se souvient que les étudiants là-bas ont des sacs d'école et lui demande si elle en a un. Comme elle ne l'a pas fait, elle suppose que ce n'est pas inclus, elle dit que son sac suffira, mais Barrel insiste sur le fait qu'elle a besoin d'un sac approprié. Mui n'a pas d'objection, mais est touchée par son souci. Pendant ce temps, Sorina est appelée par le maître de guilde qui lui explique une mission. Des aventuriers de rang platine ont trouvé et piégé un monstre près de la capitale, mais la guilde n'a pas encore agi en raison de l'incertitude quant à leur capacité à le gérer. Le chef de guilde a demandé à Sorina si elle accepterait d'aider, mais elle a expliqué que son pouvoir seul ne suffirait pas contre une menace aussi grave.
À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte pour l'informer qu'un visiteur était venu la voir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Barrel a découvert un joli magasin de sacs et est entré, seulement pour réaliser qu'il n'avait aucune idée du type de sac que Mui aimerait. Le commerçant a remarqué sa confusion et a proposé son aide. Barrel a dit qu'il cherchait un cartable et le propriétaire a rapidement deviné que son enfant devait s'inscrire à l'Institut Magique. Barrel a confirmé et le propriétaire lui a montré une sélection prisée par les étudiants là-bas, exactement ce que Barrel espérait. Il en a pris un et a dit qu'il le prendrait, mais il a ensuite appris que cela coûtait 95 000 DAK. Stupéfait, Barrel était sans voix. Le commerçant n'essayait pas de lui faire payer trop cher. Le sac était fabriqué en cuir Solura importé et était de très bonne qualité. Il a même suggéré des options plus abordables, mais elles avaient l'air bon marché, ce qui était logique. Finalement, Barrel est parti sans rien acheter. Les sacs de haute qualité étaient tous trop chers. Et même s'il pouvait se le permettre maintenant grâce à la commande de la nuit, il ne voulait pas puiser dans les économies destinées à l'avenir de Mui. Barrel veut toujours que Mui ait un bon sac d'école, alors il doit trouver un moyen de gagner un peu d'argent en plus. Sur le chemin du retour, il croise Sorina, qui semble préoccupée. Curieux, il demande ce qui se passe. Sorina explique qu'elle a reçu une mission difficile et qu'elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle s'excuse d'avoir été égoïste, mais espère que Barrel pourra l'aider. Au début, il doute qu'il puisse être d'une quelconque aide sur quelque chose qu'elle trouve compliqué, mais une fois que Sorina mentionne qu'il y a une rémunération impliquée, il accepte rapidement. Le lendemain, il monte dans une calèche en direction du site de la mission, et Barrel vérifie à 2 reprises que leur seule tâche est de capturer un cheval spécifique vivant. Sorina le confirme et explique que le cheval est un cadeau pour la famille royale de Svin, qui visite pour un événement diplomatique. Lorsque Barrel demande si les membres de la famille royale du Liberia l'ont embauché, elle répond oui. C'est pourquoi elle ne pouvait pas refuser et avait besoin de son aide. Une fois arrivé, il rencontre l'équipe qui a repéré le cheval en premier et Sorina demande des nouvelles. Un homme l'informe qu'ils ont sécurisé la zone, ils sont sûrs que le cheval est encore dans la forêt, mais aucun des pièges ne l'a attrapé, donc sa localisation exacte est incertaine. Sorina dit aux aventuriers de surveiller le périmètre pendant qu'elle et Barrel cherchent. Après avoir pris leur équipement, ils se dirigent vers l'intérieur et Sorina décrit le cheval tout blanc avec une crinière argentée extrêmement rare. Barrel, autrefois un chasseur de monstres habile sur sa ferme, n'a jamais essayé de capturer quelque chose de vivant, surtout quelque chose d'assez intelligent pour esquiver les aventuriers d'élite. Il trouve des empreintes de sabots fraîches près d'un point d'eau, mais Barrel doute qu'il y retourne, pensant qu'il se dirigera vers un autre point d'eau à travers la forêt. Ils s'y rendent pour l'y prendre en embuscade. En chemin, Sorina demande en passant si tout va bien avec Mui. Barrel, pris au dépourvu, dit que les choses se sont améliorées, bien qu'il ait encore du mal à la comprendre. Sorina est surprise compte tenu de son expérience de formation des enfants, mais note que l'enseignement et être une figure paternelle sont des rôles très différents. Finalement, ils atteignent le point d'eau et Sorina explique le plan. Quand le cheval apparaîtra, elle se déplacera derrière lui, tandis que Barrel se mettra devant pour bloquer sa fuite. Ensuite, elle tirera une flèche rembourrée, ce qui devrait effrayer le cheval et le faire avancer brusquement. Directement dans le filet de Barrel. C'est une stratégie solide, mais Barrel s'inquiète que le cheval cadeau puisse être effrayé par une flèche. Sorina l'assure que les flèches sont garnies de tissu pour éviter les blessures. Avec cela réglé, ils se séparent et attendent. Bientôt, le cheval arrive pour boire et Barrel, le voyant de près, est émerveillé par sa beauté. Sorina se glisse derrière lui et Barrel se déplace tranquillement vers l'avant. Une fois prêt, Sorina tire et le cheval effrayé s'enfuit comme prévu. Mais au lieu de courir dans le filet, il saute par-dessus Barrel et continue. Sorina crie de le poursuivre et d'une manière ou d'une autre, Barrel parvient à dépasser le cheval en fuite et à le devancer à nouveau. Cette fois, quand il lance le filet, le cheval l'esquive. N'ayant pas d'autre choix, Barrel saute sur son dos pour l'arrêter. Mais comme il n'est jamais monté à cheval auparavant, il tombe immédiatement. Le cheval reste simplement immobile, presque comme s'il se moquait de l'échec de Barrel. Quand Sorina essaie de l'attraper, le cheval esquive et s'enfuit. Ils le poursuivent jusqu'à ce qu'il soit piégé près d'une crête. Sorina dit à Barrel qu'elle va courir devant et l'effrayer vers lui pour qu'il puisse l'attraper. Elle parvient à effrayer le cheval, mais au lieu de courir vers Barrel, il saute sur une flèche voisine, manifestement fier de les avoir encore une fois déjoués. Soudain, la flèche commence à s'effondrer. Barrel ne peut pas la laisser tomber, alors il saute aussi et ils atterrissent tous les deux au bas de la falaise. Le cheval panique, ne voulant pas être attrapé, mais Barrel lui dit de se détendre. Il est coincé aussi et ne peut pas l'attraper même s'il le voulait. Il n'y a pas de moyen de remonter et le cheval non plus, donc leur seule option est de traverser le ruisseau. Barrel pense à nager, mais le courant lui fait comprendre que c'est un mauvais choix. Au lieu de cela, il tire son épée et coupe un arbre pour former un pont. Le cheval semble réaliser que Barrel l'aide et suit calmement. En traversant, Barrel glisse. Mais le cheval le sauve. Reconnaissant, Barrel réalise qu'ils s'entendent maintenant, et lorsque Sorina arrive, il n'est plus nécessaire de le capturer. Il ramène le cheval en ville, et le chef de la guilde remercie chaleureusement Barrel, car des tâches comme celle-ci peuvent affecter l'avenir de la guilde. Comme promis, Barrel reçoit une généreuse récompense. Une fois cela fait, ils se séparent. Barrel achète un sac pour Mui avec l'argent, mais quand il rentre chez lui, elle n'est pas là. Il suppose qu'elle est sortie faire des courses. Bientôt, Mui revient et est surprise qu'il lui ait vraiment acheté un sac. Bien qu'elle ait dit qu'elle n'en avait pas besoin, elle est contente de l'avoir.
Elle le remercie et lui offre aussi un cadeau, une nouvelle tasse en céramique pour remplacer la sienne ébréchée. Elle précise qu'elle l'a achetée elle-même après avoir trouvé un emploi grâce à Serena, travaillant dur pour se le permettre. Cela explique pourquoi Serena continuait de lui en parler. Continuez. Mui encourage Barrel à essayer la chope. Et à sa surprise, la bière a bien meilleur goût que dans son ancien bois. Elle a entendu que la céramique améliore le goût et savait combien il aimait sa boisson, alors elle a économisé en lavant la vaisselle. Barrel est profondément touché par sa gentillesse. Le lendemain, c'est le premier jour d'école de Mui. Bien qu'elle dise qu'il n'avait pas besoin de venir, Barrel l'accompagne pour lui dire au revoir. Après qu'elle soit montée dans le car scolaire, il se dirige vers la salle d'entraînement où Kuruni remarque qu'il est d'une humeur inhabituellement bonne. Ensuite, Aletia arrive, lui disant que le commandant et le vice-commandant de Sven sont apparus et lui demandent de se joindre à leur réunion. Barrel accepte, pensant qu'il est sage de garder un œil sur Sven. Lors de la réunion, il est choqué de voir que le capitaine de Sven est l'une de ses anciennes étudiantes, Rose. Aletia semblait clairement irritée par la manière trop familière dont la fille se comportait avec l'homme, remarquant le manque d'enthousiasme du commandant. Rose expliqua rapidement qu'elle s'était entraînée sous la direction du célèbre maître d'épée, Barrel, qui se souvenait bien d'elle. Elle n'avait passé qu'1 an et demi dans son dojo, mais avait laissé une forte impression par son habileté. Rose le remercia intensément, à tel point qu'Aletia semblait prête à la gifler. Mettant la tension de côté, ils s'assirent tous et commencèrent à discuter plus calmement. Barrel était encore surpris que Rose soit devenue la vice-commandante de l'ordre sacré, et Rose remercia le dieu Sven de les avoir réunis. Son compagnon a fait remarquer combien il était étrange que Rose et Aletia partagent le même professeur. Aletia a posé des questions sur Inoz, l'ancien vice-commandant, et a reçu une réponse vague. Ressentant l'ambiance, Mblitz a demandé si Maître Gatoga était venu juste pour parler. Il a admis que Rose était là pour se familiariser avec Baltran et qu'elle resterait quelques jours. Aletia a proposé de leur faire visiter, mais Gatoga a refusé. Rose avait l'air déçue. Elle avait espéré que son ancien professeur la guiderait. Barrel a forcé un sourire gêné, essayant de ne pas s'enfoncer dans le canapé avec embarras. Plus tard, après sa leçon, le professeur Gardonnet a quitté la salle d'entraînement en pensant que ses vêtements devraient être prêts à ce moment-là. Et en chemin, il est tombé sur la toujours joyeuse Rose, cette fois sans son armure lourde. Sans tarder, elle dit qu'elle est venue voir son cher mentor et serait ravie s'il lui faisait une visite personnelle. Alors Barrel lui montre à contre-cœur Baltran. Pendant leur promenade, il lui demande quand elle a rejoint le Saint Ordre. Elle dit que c'était juste après avoir quitté le dojo, persuadée par le commandant Gatoga de servir le pays, même si elle avait autrefois rêvé de se détendre dans des hamacs et de voir le monde. Barrel comprend, étant soudainement devenu professeur lui-même, et Rose se souvient avec tendresse de son moment préféré à s'entraîner sous lui et à prier Sven. Il mentionne sa récente promotion au poste de vice-commandant, mais elle minimise cela en disant qu'ils avaient probablement juste besoin de quelqu'un. En apercevant des enfants près d'un pont, elle remarque à quelle vitesse les choses ont changé, puis change de sujet en disant que Monsieur Morcha et Mademoiselle Friend lui manquent, mais qu'elle aime toujours la ville. Barrel est d'accord, et quand il demande ce que cela signifie pour son rôle, elle hausse les épaules à nouveau et demande hardiment si elle pourrait vivre avec lui si elle déménageait à Baltran. Ce qui lui fait penser que les adolescents l'apprécieraient probablement et qu'elle s'entendrait probablement bien avec Mui. Bien qu'il refuse fermement, Rose laisse tomber, dit au revoir, et Garnet part pour aller chercher ses vêtements. Après avoir mis la tenue, il le regrette instantanément. Non seulement il se sent ridicule, mais cela coûte 65 000, bien plus que son précédent record de 10 000. Plus tard, il montre son look chic à Mui, mais au lieu d'approbation, elle se détourne simplement, impressionnée. Quand il lui demande si elle n'aime pas ça, elle répond « Je n'ai jamais dit ça ». Ce n'est pas ce qu'il espérait entendre, mais comme Mui est difficile à impressionner, Barrel y est habitué. Elle l'appelle pour le dîner et il remet ses vêtements habituels. Quand il revient, elle dit tranquillement qu'il a meilleure allure comme ça. Il pense l'entendre, mais ne presse pas. Au dîner, il complimente sa cuisine et demande des nouvelles de l'école. Mui dit que ses camarades de classe continuent de la traîner partout, aujourd'hui à la bibliothèque, hier dans la salle d'art, le jour d'avant à la musique, et c'est fatigant. Barrel dit qu'il l'aide probablement à explorer, mais c'est le problème pour elle. L'école semble interminable. Aujourd'hui, c'était pire. La bibliothèque était remplie de livres de magie-danse qui ne faisaient aucun sens. L'un d'eux avait tellement de mots difficiles qu'elle ne pouvait pas comprendre, ce qui rappelle à Barrel ses propres difficultés avec les formulaires scolaires. Alors, il propose de l'aider à apprendre tout ce qu'elle trouve déroutant. Le lendemain matin, le commandant Aletia informe son unité que le prince Glenn de Stevenadvania se joindra à eux pour 3 jours. Il visitera la capitale avec la princesse Salatia en tenue d'apparat. Barrel sent que c'est le moment qu'il attendait. Aletia souligne leur responsabilité de protéger les membres royaux. La sécurité de la princesse comprend elle-même Mblitz et Barrel. Lorsque les membres royaux arrivent à Baltran, Aletia salue S. Salacia, qui mentionne les compliments d'Aletia à l'égard de l'instructeur Gardonnet. Glenn arrive bientôt avec Rose et Gatoga, taquinant Salacia sur la façon dont le soleil la flatte. Rose tente de regagner l'attention de Barrel, mais il reste professionnel. Une calèche arrive pour le prince et la princesse, et Aletia fait signe à Barrel de continuer.
Sachant qu'il est un leurre, Barrel monte dans un autre véhicule. Rose propose de le rejoindre, mais il refuse, l'exhortant à suivre les ordres. Alors qu'il traverse la ville, Barrel observe les rues bondées de soldats gérant la circulation. Glenn et Salacia s'arrêtent soudainement dans un magasin après avoir remarqué un accessoire pour cheveux. Personne ne s'y oppose et Salacia l'essaie. Glenn la complimente. Une grande foule se forme, laissant Barrel stupéfait. Blitz explique qu'ils sont tous là pour la famille royale. La foule applaudit lorsque Glenn et Salacia sortent. Gatoga avertit le prince de ne pas causer de nouveaux retards, et Glenn est d'accord. Dans la foule, Barrel remarque une personne suspecte, mais ne trouve rien, et suppose que c'était son imagination. Plus tard, ils sont accueillis au château avec un festin. Pendant le déjeuner, Barrel dit à Aletia et Blitz qu'il a ressenti une présence menaçante plus tôt, bien qu'incertain, Blitz a renforcé la sécurité. Alors que les membres de la famille royale saluent les citoyens dans la cour, 3 attaquants masqués franchissent les gardes. Gatoga réagit instantanément, suivi par l'équipe d'élite. Rose attrape son bouclier, et Barrel commence à sentir que quelque chose ne va pas. Les attaquants ne semblent pas être des assassins. Pourtant, 3 autres descendent d'un toit en tenant des bombes fumigènes. Aletia ordonne rapidement au prince et à la princesse de rentrer, alors qu'une fumée dense enveloppe l'entrée du palais, aveuglant les gardes. Un ennemi charge Gardonnet avec une lame, qu'il bloque à peine, déviant un coup suivant. Le sensei avertit des armes empoisonnées alors que Gatoga repousse un ennemi, mais pas assez fort pour l'arrêter. Au milieu du long affrontement, Aletia exige de savoir qui est responsable, tandis que Blitz reçoit du sable dans les yeux. Et même Barrel, l'épéiste de l'élite, a du mal. Il bloque un coup de pied tournant, mais trébuche sous la force, réalisant qu'il doit aller à fond ou périr. Il se rétablit et donne un coup de vif au visage de son adversaire, le désarme et le met hors de combat. Privé de la vue, Blitz se fie à ses autres sens. Sentant un attaquant à sa droite, il bloque juste à temps, puis avec une immobilité et un timing parfait, il tourne et assène un coup net qui met son ennemi hors de combat. Aletia intervient, affrontant son adversaire de front, mais remarque rapidement qu'il joue sale. Son adversaire tire sur sa cape pour la déstabiliser. Elle esquive son coup de couteau avec des réflexes aiguisés et riposte avec une attaque tournoyante. Bien qu'il esquive le premier coup, elle lui coupe quand même la jambe, le blessant. Avec des coups rapides et superficiels, elle le neutralise. Son objectif est de le garder en vie pour l'interroger. Pendant ce temps, Gatoga utilise sa force brute, projetant son ennemi contre une colonne du palais et lui arrachant son masque. Mais il hésite en voyant le visage de l'homme. Cette pose lui coûte cher. Un coup de pied au genou permet à l'ennemi de s'échapper dans la foule. En même temps, Rose Marbleheart repousse l'arme de son adversaire avec son bouclier et le renverse. Profitant de l'avantage, elle termine rapidement avec son épée. Lorsque la fumée se dissipe, Barrel est stupéfait de voir sa lame dans le crâne de l'ennemi. Il pensait qu'elle ne se battait que pour défendre, mais clairement ses méthodes ont changé. Blitz et les troupes capturent les derniers ennemis, mais quelques secondes plus tard, les prisonniers mordent quelque chose et se vident de leur sang, mourant presque instantanément. Si vous appréciez le voyage de cette série, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Tout votre soutien m'aide à continuer à fournir plus de résumés de haute qualité.